Ce balado est une présentation de Démocratique. C'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez de modules avancés de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org/logiciel. Démocratique avec un K. démocratique.org/logiciel. Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui je suis avec Louis-Philippe Velquette et Denis Martel. Et cette semaine on revient sur la fin de session à Québec et j'ai plus qu'une chose à dire, Catherine Dorion! Ah ouais, c'est la seule chose à dire? Hey, salut! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un trio comme ça? Non, Mais ça non. fait longtemps. The Almost Original Core? Je pense que c'était genre en 2018. C'était il y a très longtemps. Tellement 2018. Genre, juste nous trois, là, pas de touristes. Là. Pas de passagers qui Pas pourraient de faire païens. du voyage. Cette semaine, donc c'est nous, mais dès la semaine prochaine, on va avoir un All-Star Podcast avec à peu près tous les païens et les collaborateurs qu'on a qui vont être présents pour faire un recap de l'année 2019. Manquez pas ça dans votre balado. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va s'atteler à regarder qu'est-ce qui s'est passé côté parlementaire dans la dernière semaine qu'il y a eu avec la fin de session de chacun des partis. On va commencer avec le gouvernement, messieurs. Legault était bien content, il était bien fier. Apparemment, les Québécois ont vu des actions concrètes, les boys. On dit qu'on a donné du changement, on avait promis du changement, on a eu du changement et que ça va continuer. Hein. Ça, c'était vraiment bien important dans le message du gouvernement. Toujours selon la CAQ, les Québécois aujourd'hui sont plus riches, d'environ 1 000 $ par famille. Mon Denis, Oui, monsieur. je commence avec toi. Je t'écoute. Es-tu, comme dirait le gouvernement, es-tu content d'être plus riche grâce à des actions concrètes qui donnent du changement? Ben, moi, j'aime ça. Pour vrai, le changement dont on a été témoin dans la dernière session, je me rapporte à ce que la vice-première ministre nous avait raconté dans le reportage au congrès de la CAQ. Puis, je ne sais pas si tu te souviens de la longue liste qu'elle nous avait fait sans pratiquement reprendre son souffle. Puis, c'était quand même assez impressionnant. Moi, je peux dire que j'ai l'impression que la CAQ a livré. Cela dit, avec la forte majorité qu'ils ont, c'est peut-être vrai, puis je sais qu'on va avoir l'occasion d'en reparler avec les autres, avec les partis d'opposition, mais c'est peut-être vrai là, qu'ils flirtent avec l'arrogance actuellement. Moi, je les aime humbles et à la tâche, puis je pense que c'est ça le secret de leur succès actuellement. C'est quelque chose, ce sont des valeurs qui sont très appréciées des Québécois. Fait que je suis bien content. Malgré que là-dedans, quand je les vois avoir autant de contrôle, puis qui continue à aller en chercher plus en faisant justement des prises de contrôle ministérielles, gouvernementales. Fait que c'est pas ce qu'ils font pour toi, c'est la manière. Tout est dans la manière. Ben c'est sûr que c'est la manière qu'ils payent de leur côté, là, parce que les Québécois sont prêts à leur en pardonner beaucoup, là, même s'ils font quelques petites erreurs à travers tout ça. On a de se retrouver soudainement avec un gouvernement qui est dans l'action, ça fait du bien. Fait que la seule affaire, comme des libéraux un petit peu là. Ben voilà, t'as compris mon point. La seule affaire, c'est qu'il faut faire attention parce que là, j'ai l'impression qu'il faut quand même les garder à l'œil parce que là, ils sont en train de concentrer des pouvoirs au sein de certains ministères. On a vu un peu là, avec le Fonds vert, on voit ce qu'ils sont en train de faire avec Hydro-Québec. Puis ça, ben, je pense qu'il faut avoir un œil là-dessus. Maintenant, si c'est vrai qu'on est plus riche de 1 000 $ en moyenne par Québécois qui ont réduit par famille. les taxes... Par famille, pas par Québécois. Ouais, c'est une bonne nuance. Ça serait vraiment le fun par Québécois. C'est pour ça. Je cherche encore mon 1000 oui, c'est ça. piastres, mais c'est parce que là, T'es je suis une pas une famille famille. de un, fait que- C'est pour ça, c'est pas mon problème. OK, c'est bon. C'est bon, je l'aurai pas, mon 1000 piastres. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire, Denis? Tu vas l'avoir. Ben oui, tu vas l'avoir ton 1000 $. Demande à... Fais des bébés. On va se cotiser. Ah oui, fais des bébés, ça sera encore mieux. Je disais que si c'est vrai qu'ils ont réduit les... Ben en fait, regarde, ils ont réduit les taxes scolaires, ils ont réduit les tarifs de garderie, ils ont augmenté de façon importante les allocations familiales. Moi, je dis Mais parce bravo. qu'ils peuvent se le permettre aussi, là.
Ben oui, ils le font. C'est pas parce que les seuses qui étaient là avant n'auraient pas pu se le permettre. En santé, ils sont en train de ils font ils sont en train de remplir une bonne partie de leurs promesses en allant chercher de l'argent auprès des médecins. Moi, je pense que c'est une chose que je pensais complètement impossible. Puis c'est d'ailleurs de la façon qu'on nous l'avait présenté du côté des libéraux. Ils n'ont pas tout pris, mais il faut leur donner, ils ont pris de bonne part. Ben moi, je dis bravo encore une fois. Ils ont fait de quoi? Ouais. Alors, écoute, on était écœurés, là. Ils sont peut-être pas parfaits, mais on était assez écœurés de l'impuissance puis de l'inaction. Que go, ça fait du bien. Ben, puis, sérieusement, moi, je pense que quand même, là, dans un contexte de gouvernement majoritaire, là, il était quand même mieux de prendre des actions. Là. Mais en fait, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont comme moins en campagne électorale que toutes les autres en ce moment. Et aussi que ils sont les en train de gouvernements livrer, précédents. là. Ben oui, c'est ça. Vois, mais j'ai l'impression que beaucoup d'autres gouvernements précédemment, ils étaient déjà en campagne électorale quand ils avaient fini leur élection. Ils voulaient pas trop bousculer le monde, sauf avec des espèces de mesures super, en tout cas, tu sais, comme très... Bon, c'est sûr que c'était les libéraux relativement à droite. Mais la CAQ peut se permettre parce qu'elle a une grosse majorité derrière elle. Ouais, c'est ça. Un, elle a une grosse majorité, puis deux, elle a comme pas vraiment encore de réputation de qu'est-ce que c'est comme genre de parti quand ils sont au pouvoir. Fait que je pense que c'est quand même intéressant que la réputation qu'ils vont peut-être finir par avoir à la fin de leur premier mandat, est-ce que ça va être du monde qui s'occupe des affaires ou ça va être du monde qui sont plus dans l'inaction puis dans le... comme c'est là, parce que pour l'instant... c'est ça. Si ça continue de même pendant 4 ans, c'est quand même intéressant. Puis, c'est sûr qu'ils ont aussi fait une couple de mauvais coups qui n'ont pas vraiment soulevé, mais... c'est normal. Ben oui, c'est ça. Tu t'avantages. Je pense que... Puis, je pense qu'ils ont quand même... Tu sais, sérieusement, moi... de toute façon, on va en reparler tantôt, là, mais de reculer sur des affaires, je pense que c'est quand même... Je vois ça relativement positivement. Ouais, plutôt que de se dire, non, nous autres, c'est vrai. On fait les affaires puis on continue vers l'avant. Tu sais, ça leur aurait plus nui, là. Malgré que dans le dossier des garderies 4 ans ou des maternelles 4 ans, je sais même plus comment on les appelle. C'est les maternelles 4 ans. C'est les maternelles 4 ans. Là-dessus, on les sent un peu, justement, insistants, alors qu'il y aurait peut-être Troisième lien. intérêt. Troisième lien, peut-être aussi. Mais moi, je les sens moins solides, moins décidés, moins... Ils n'ont pas le monde pour le faire, les maternelles. En tout cas, j'ai hâte j'ai hâte de voir la suite. Si c'est en ce moment qu'ils sont en train de faire leurs mesures des impopulaires pour se garder les bonbons pour l'avenir, ça va être beau tantôt. Ça va être le fun pour vrai. Je le dis pas avec sarcasme. Avec sarcasme. Puis on est prêt à leur en pardonner beaucoup. Je le répète. Ouais, tu vois vraiment qu'ils sont en dans train l'action. de dépenser. Mais tu vois qu'ils sont en train de dépenser le capital politique. Puis je suis d'accord avec toi, Denis. Ça fait vraiment du bien de voir enfin un gouvernement d'action. Mais je suis toujours un petit peu titillé par l'empressement qu'il y a. Tu sais, il y a des dossiers où je trouve ils pourraient profiter de leur majorité, ils pourraient profiter de l'appui qu'ils ont, ils pourraient encore plus essayer de créer des coalitions. Puis au lieu de ça, ils ont le feeling que j'ai, c'est un feeling. Je sais pas, on n'est pas à l'intérieur des ministères puis du conseil exécutif puis tout ça. Mais on dirait qu'ils essaient de faire les choses le plus rapidement possible. Puis ils voient le sablier de leur capital politique s'égrener puis ils sont comme « Holy shit, il faut passer ça, puis après celle-là, puis après celle-là. » Ils ont le temps. Une à la fois, tu construis des coalitions, tu vas chercher des tiers qui t'appuient tranquillement, tu rencontres les lobbies, tu rencontres les acteurs du milieu, tu vois qui est d'accord avec toi, tu fais passer tes projets de loi le plus consensuel possible. Je vois pas l'empressement qu'ils ont. On dirait que non, ils veulent prendre le pouvoir dans un autre mandat, mais chill, vous avez du temps là, C'est juste moi, Denis? Ben moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En fait, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire, mais ce que j'espère, c'est que ça soit pas ça la vision actuellement, que ça soit parce que justement, c'est
décidément des gens d'Action et non parce qu'ils font une erreur de timing dans la dépense du capital. Des gens d'Action, je trouve ça facile, Denis, parce que, puis je sais pas si tu as quelque chose après LP, parce que être d'Action, c'est une chose, mais il y en a des dossiers d'Action, il y a de l'empressement nécessaire, puis ils sont pas là. Tu sais, là, on a entendu aujourd'hui le ministre Charette, ça donne sur les objectifs de 2050, mais les changements climatiques sont crissement lents. Des délais, ils ont vraiment été lents aussi dans les réponses de la crise à Desjardins. On attend toujours un plan d'action des GAFA, puis on en reparlera tantôt avec les Google, Amazon et tout ça, avec la visite du PM en Californie. Ils sont pas encore là, c'est encore long. Il y a des dossiers où ils pourraient agir, puis à la place de ça, ils nous passent rapidement des choses, des fois à la va-vite, qui sont plus ou moins bien faites. Tu sais, oui, dans certains cas, mais quand tu regardes l'identité numérique, ben je pense que ça serait encore un vague concept si on était sous un autre gouvernement, cette réalité-là. Mais tu sais, je pense, tantôt je disais que j'ai l'impression qu'ils veulent avoir une réputation de gouvernement qui fait des affaires puis qui règle des dossiers. Puis peut-être que pour eux, le parlementarisme puis discuter des dossiers, c'est moins important que de régler des dossiers puis de les faire avancer. Puis c'est quand même déplorable parce qu'on s'entend qu'il y en a d'autres partis qui ont des élus à l'Assemblée nationale. Ah, pour vrai? Oui, à ce qui paraît. Ben, je pense qu'on les entend. Tu parles de Projet Montréal? mais c'est ça. On dirait que en effet, je pense qu'ils sont peut-être dans l'empressement justement parce que leur objectif, c'est de régler des dossiers puis pas nécessairement de passer beaucoup plus loin. OK, question les boys. Est-ce qu'on est en train de vivre la phase Pauline Marois du gouvernement de la CAQ? Quand Marois est arrivé au pouvoir, c'était bing, bang, boom, une action. On a eu le règlement de la crise étudiante, on a eu la fin de l'amiante, on a eu, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La fin du nucléaire. Est-ce qu'après ça, ils vont se ramasser avec 2-3 coups de poing dans le visage, comme le gouvernement Marois, puis ils vont faire comme « Wow, là, on a besoin de prendre le contrôle, puis ça va se calmer. » Mais je viens de te rappeler que cette phase Marois-là que tu évoques a duré une semaine. Là, on est à la fin de la session, puis on était encore dans les changements fondamentaux. Avec le sommet de l'éducation, c'était plus long que ça quand même. Mais je comprends quand même, avec point. Marois aussi, on est en... C'est minoritaire aussi, il y a un contexte différent. Mais est-ce qu'on va les voir se calmer avec d'autres coups de poing dans la face, comme il y a avec l'immigration, puis ils vont faire comme « Wow! » C'est sûr qu'il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence, c'est qu'ils vont durer plus qu'1 an et demi. Ils devraient durer 4 ans. Puis on a une majorité. Puis ils ont une majorité. Fait qu'il n'y a rien qui va vraiment les empêcher d'avancer sur les dossiers sur lesquels ils décident d'avancer puis sur lesquels ils décident de pousser. Ben rien. En tout cas, c'est sûr qu'à un certain point, il y a l'opinion publique. Mais comme tu dis, François, on va voir si ça s'effrite au fur et à mesure ou si ça continue dans l'espèce de oui, mais non. Ceux qui sont contents restent contents. Ceux qui sont pas contents sont encore de moins en moins contents. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une balance vraiment qui a penché plus d'un bord que de l'autre. Es-tu confiant, Denis? Ben, moi, je pense qu'en ce moment, c'est leur facteur de succès d'être en action. Quitte à aller vite, je pense qu'encore une fois, je reviens encore une fois avec ce qu'on est prêt à leur pardonner tant qu'ils restent dans l'action. Moi, je pense que le danger qui les guette actuellement, c'est justement de tomber dans l'arrogance. Ça, c'est quelque chose qui pourrait leur nuire. Puis c'est les seuls à pouvoir tomber dans ce piège-là. On voit le PQ qui essaye de les pousser vers ça. Mais cette réalité-là, s'ils réussissent à démontrer qu'ils sont, comme je te disais tantôt, à sa job, qu'ils restent dans l'action, je pense que c'est leur facteur de succès, c'est ce que les Québécois aiment actuellement. Absolument. Puis, s'ils sont capables d'être dans l'action, tu sais, l'année prochaine, j'ai quand même vraiment hâte à 2020. Non seulement parce que c'est quand même intéressant de dire 2020, mais aussi parce que... Plus que ça, j'espère. J'ai hâte de les voir parce que, bon, l'année prochaine, ils nous ont promis une année... 2020. En 2020, ils nous ont promis beaucoup de mesures, des mesures super importantes en environnement dès le début. Normalement, c'était pas leur force, comme on l'a vu dernièrement. Mais bon, c'est sûr que... J'espère que ce sera pas... 2020. 2020. Vas-y. Moi, ce que je veux voir, c'est pas juste un 2020 de l'environnement, c'est un 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 de l'environnement. Il est brillant, le petit gars. Qu'est-ce qui est plus beau qu'un 2020, un 2024, un 2020? Fait que, tu sais, je pense que ça doit être non seulement l'année de l'environnement, mais la décennie puis le centenaire de l'environnement s'il faut. Puis
c'est sûr que, bon, je me souviens, Jolin Barrette, le ministre, a affirmé quand ils ont fait leur retour que ils vont mieux consulter afin d'éviter des erreurs. J'espère que ça va être le cas. J'espère qu'ils vont aussi être capables de prendre des projets qui sont portés par d'autres partis, des partis politiques, puis aussi des groupes de la société civile, puis qui vont être capables, surtout en environnement, vu que c'est pas leur force. Ils ont dit qu'ils étaient peut-être intéressés à s'inspirer de ce que les autres ont fait, genre il y a 1 an, mais on n'en a pas vu tant que ça. Ben, il y a eu un projet cette semaine, sûrement la semaine passée avec la fin de la session parlementaire, mais sur des services juridiques gratuits pour les femmes qui seraient victimes de violences conjugales. Donc c'était across the aisle, là. C'était pour tous les partis, était pour ça. Donc ça a été un exemple bipartisan frappant. C'est quand même bien, on en veut plus. J'aimerais ça quand même préciser que vous dites qu'ils font rien en environnement. Ils ont quand même mis en place rapidement dès le premier congrès, là, ça a été un congrès consacré à l'environnement. Ils ont mis en place des choses importantes. Quand tu regardes les critères pour pouvoir profiter du financement qui est associé aux zones d'innovation, qui est le grand projet de M. Legault, il y a, pour pouvoir toucher à cet argent-là, ben, il faut que tu répondes à des critères. Dans toutes les catégories de critères, il y a un critère axé sur l'environnement, diminuer l'empreinte environnementale du Québec, et ainsi de suite. Dans le déploiement, à toutes les phases, tu as des éléments qui sont reliés à l'environnement. Fait que, tu sais, je le sais, j'ai l'impression que vous tombez dans le piège où ce que l'opposition veut les camper. Moi, j'irais lire le site web des engagés publics, là, où on demande une transition économique et énergétique qui vient de toi, Denis Martel, en passant. C'est tout, c'est sûr. Puis on va retomber dans notre vieille ostinade qu'on a eue là-dessus l'autre jour. Mais t'as raison. C'est juste pas assez. Ils font le gros minimum. Là. T'as raison, Denis. T'as raison. Fait que, en tout cas, mais t'as aussi raison en disant ça, tu sais. Si on a toute raison, imaginons. C'est quand même étonnant. C'est comme ils font 30%, puis on demande un petit peu plus, mettons. Vas-y. Ben non, mais c'est pas ça, je voulais dire 20-20. Non, mais le point, c'est que on trouve que c'est pas suffisant, mais c'est parce que quand tu le regardes sur une échelle des 20 dernières années, c'est quand même beaucoup. Fait que là, c'est rien que ça que je veux rappeler. Mais là, je comprends ce que vous me dites. Ce que vous dites, c'est que là, c'est rendu tellement critique que ça prend des grands gestes. C'est ça. Puis, parlant de grands gestes, ça nous amène peut-être vers les grands gestes théâtraux que nous ont fait les oppositions. Encore pour la fin de session, du côté du PLQ, on a souligné ce qu'ils disent eux, ils ont souligné le manque de rigueur selon eux du gouvernement, notamment dans les projets de loi qui sont mal faits, mal écrits, faits à la va-vite. Et chez QS et le PQ, on avait le même son de cloche. Ils ont dénoncé le mépris du gouvernement à l'endroit des partis d'opposition et aussi du travail parlementaire. Donc, je pense que ça faisait un petit clin d'œil au bâillon où à un moment donné, le premier ministre a dit que c'est combien de temps, ça, la démocratie? Je pense qu'on a assez. Après 100 heures, on a posé des questions. Yesh. LP, est-ce que les oppositions font bien, ils font la bonne chose de pointer soi-disant l'inexpérience et le mépris du gouvernement? Je pense que ça joue pas à l'avantage des Québécois de faire ça. De pointer ça? De pointer ça. Oh. Sérieusement, c'est... Tu me surprends? Moi aussi. Pour moi, c'est faire... Le LP nouveau. Ouais, on l'attendait pas là, hein? Non, mais pour moi, c'est de faire du freaking des parlementaries, c'est de faire rien de absolument très intéressant. Voilà. On s'entend que de parler de cas précis, de dire dans ce cas-ci, vous auriez pas dû faire ça, vous avez fait ça, blablabla, tu sais, peut-être, là, mais de dire genre, vous voyez tout le monde, le peuple québécois, vous auriez pas dû les élire, c'est des amateurs, patati patata, c'est pas à l'avantage des potentielles mesures qui s'en viennent. Fait que, tu sais, selon moi, c'est entre autres une erreur. Puis je pense qu'on en a la preuve qu'ils ont quand même une certaine maturité parce qu'ils ont accepté de reculer dans certains dossiers qui étaient justement mal pilotés. Fait que d'être capable de reconnaître une erreur, je pense que ça vaut quand même quelque chose. Puis pour moi, c'est pas une preuve d'amateurisme de reculer sur un dossier. Ensuite, s'ils ont eu besoin de reculer, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés, comme on en a parlé. Mais j'ai quand même confiance en l'avenir sur le dossier d'être bien préparé dans le futur. Denis?
Ben écoute, je l'ai pas mal donné mon point tantôt là-dessus, c'est que le seul danger, tu sais, la majorité est très forte actuellement. Le seul danger, je pense, à laquelle fait face la CAQ actuellement, c'est cette potentielle arrogance-là qui plane. Tu sais, même si le PQ a le bon jeu de souligner cet aspect-là, puis je pense qu'ils visent très juste en le faisant, dans le cadre de leur travail, on en sent des petites brides. Là. On le sent que des fois, justement, voulant tourner les coins ronds, des brides d'arrogance au sein de la CAQ. Où quand on veut tourner les coins ronds, justement, pour aller plus vite, ben, on se sert de notre forte majorité, puis on agit d'une façon qui peut sembler arrogante. C'est vraiment la CAQ qui a le plus à perdre là-dedans. Comme je disais tantôt, les Québécois aiment l'humilité, aiment les gens qui se concentrent sur le travail, mais comme je te disais, là, sont vraiment pas en danger là-dedans. Moi, je pense que c'est le danger qui plane maintenant sur l'opposition par rapport à ça, c'est de passer pour des obstacles. Dans le cadre, justement, de de se placer comme un obstacle devant ce gouvernement-là qui est en action. On le sait que le PQ fait un bon travail, mais on voit que QS, eux, sont dans une opposition systématique. Puis ça, je me demande si c'est une si bonne position pour eux. Je leur dirais de faire attention, de justement pas trop se positionner puis se coller l'image d'opposition systématique dans le contexte actuel. Puis pour ce qui est du PLQ, excuse-moi, là, je veux le dire, ils n'ont même pas le droit de parler. Ils n'ont même pas le droit de parler. Ils sont pas crédibles sur rien. Mais après 15 ans de marde, ils peuvent pas arriver. Puis soudainement, eux autres, là, ils ont été figés dans l'immobilisme. C'est facile de parler de projets mal ficelés, puis c'est facile de se présenter comme quelqu'un de parfait quand ça fait 15 ans que tu fais rien. Écoute, à chaque fois qu'ils disent de quoi, ils se disqualifient eux-mêmes. Fait que moi, je trouve qu'ils ont une bonne image publique. Oui, t'es d'accord avec leur chef, à ce que je vois. Tu devrais être stratège en communication, toi. Mais sérieusement, là-dessus, j'ai quand même... Moi, je trouve ça intéressant qu'il ait remis sur la table l'entente avec les médecins. Je trouve que ça donne encore plus l'impression que c'est vraiment un gouvernement d'action qui sont prêts à... en tout cas, j'ai l'impression que ça, c'était quelque chose que les Québécois en général avaient à cœur. Ça les a fait chier, cette entente-là. Puis la CAQ a l'air d'avoir dit « on est avec vous autres », puis nous autres aussi, ça nous a fait chier. Puis j'ai trouvé que c'était comme vraiment bien joué de leur part de réussir quelque chose sur ce front-là. Là. Mais moi, je trouve que ça fait du millage sur ce que disait Denis. Tu sais, quand tu fais ça, alors tu te demandes, à l'inverse, quand tu dis que c'était pas possible, c'est quoi qui t'empêchait au gouvernement libéral? Ah, absolument. Regarde, à chaque fois qu'ils parlent, à chaque fois qu'ils rouvent la bouche, tu peux leur poser cette question-là. C'est ce qui fait qu'ils sont très peu crédibles actuellement, puis ça laisse beaucoup de place à QS. Mais regardons-là le bilan des oppositions. Là. Quand je regarde QS actuellement, moi, ma grosse question, là, puis c'est tantôt en me préparant, je suis tombé sur des photos, j'ai dit « Ouais, Manon Massé! » C'est une porte-parole, Denis. C'est une tabarnouche. C'est une porte-parole. Je vais vous en poser une question. Ça se pourrait-tu qu'elle ait donné tout ce qu'elle avait à donner, puis qu'en ce moment, elle soit juste genre rendue au bout de tout ça, puis ça arrive, puis que là, elle serait due pour céder sa place? Pourquoi? Ben parce qu'elle donne plus, elle a donné ce qu'elle avait donné. Maintenant, comme porte-parole officielle, il serait peut-être temps qu'elle laisse sa place à quelqu'un qui a la capacité d'amener de la nouveauté, qui a la capacité de prendre de la place, la capacité d'influencer, la capacité d'inspirer, la capacité d'être présent, ce qu'actuellement, on n'a pas avec Manon Massé. Sérieusement, j'ai l'impression que Manon Massé, il y a comme 2 élections, mettons, c'était elle l'élément qui était plus controversé, qui faisait plus le changement, puis qui était comme différent du monde pour qui tu pensais qu'il pouvait être politicien, tu sais. Il y a 2 élections, c'était elle qui était pas le politicien normal, traditionnel. Mais là, maintenant, avec Catherine Dorion, comme Manon Massé est tellement déclassée. Manon Passé! Il a dit! C'est lui qui l'a dit! Manon Passé! C'était un lapsus absolument parfait. Absolument merveilleux, même. C'est vraiment poche, mais comme j'ai l'impression qu'elle est comme complètement déclassée dans ce domaine-là d'être comme
complètement différent des autres politiciens. Fait que peut-être que justement l'attrait qu'elle avait auparavant est moins là. C'est sûr qu'elle faisait quand même un certain travail au sein ou qu'elle fait un certain travail au sein de la formation politique, mais j'ai l'impression que sur le point de vue image, c'est rendu Catherine Dorion qui prend toute la place. Puis sur un point de vue plus enjeu, j'ai l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois, il prend plus de place aussi. Fait qu'elle est un peu squeezée entre les deux, tu sais. J'ai vu quelque chose d'intéressant aujourd'hui là-dessus, puis malheureusement, je ne pourrais pas donner le crédit. Je me souviens plus de la source. Vous m'enverrez ça si vous avez la source, je le tweeterai. Mais j'ai lu en quelque part quelqu'un qui disait que Catherine Dorion, c'était grosso modo quelqu'un qui compte l'establishment, puis l'essence de ce qu'elle est, puis c'est totalement légitime, c'est de foutre la merde dans le système, alors que tu es dans le système institutionnel. Tu sais, je trouve ça intéressant. Alors que QS, comme parti, un jour, ce qu'il va vouloir faire, d'après moi, c'est vouloir devenir l'institution et prendre le pouvoir. Puis à un moment donné, il va comme avoir un choix à faire, ou du moins, ça va être une coexistence entre les deux idées un petit peu tough. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est peut-être toi. Moi, j'allais te dire, c'est pas toi, François, qui a dit ça. Mais je sais pas ce que t'en penses. À un moment donné, il va falloir que... Je comprends que la communication, c'est on est des porte-parole, puis on a 28 comités, puis on fait ça ensemble. Non, mais si tu veux prendre le pouvoir à un moment donné ou devenir l'opposition officielle, un jour, il va falloir qu'il structure un peu plus, là. J'en ai parlé la semaine passée, puis peut-être que c'est là aussi que tu en as entendu parler, mais je dois pas être le seul, on doit pas être les seuls à soulever ces points-là. C'est qu'effectivement, puis c'est ce qui me fait dire que le pire ennemi de QS, c'est QS, c'est que cette vertu dans laquelle ils se drapent va les empêcher d'agir stratégiquement dans le futur, j'en suis certain. Fait que ils sont mieux de faire ça maintenant, hein, c'est pas plus tard. Ils sont mieux de changer ça tout de suite, pas avec d'une élection, puis pas quand il va y avoir plus de députés, ça va faire encore plus mal. Ils seront pas capables. Mais oui, à contrario de vous autres, c'est... Je sais pas, moi... Qui êtes-vous? Oui, c'est ça. Cette semaine. Mais le côté... je sais pas, moi, j'aime bien quand même quelqu'un qui veut foutre la merde dans l'establishment. J'aime quand même bien... Tu sais, je pense que... Il y a comme deux enjeux, là. Vas-y. Il y a comme le côté de parler des politiques qu'on peut apporter puis tout, mais aussi de comment est-ce qu'on peut changer le système dans lequel on est pour mieux impliquer la population, mieux impliquer mieux impliquer les citoyens et avoir une meilleure représentation. Puis tu sais, je sais pas, mais quand on parle de système proportionnel, quand on parle de comités ou d'avoir des comme regroupements régionaux puis tout ça, sérieusement. Elle pourrait se battre pour ça, mettre l'accent là-dessus. Parce qu'on s'entend, c'est cool là, vouloir changer le garde-robe de l'élite, là, je sais pas, mais pourquoi elle priorise pas ça à la place? Ben absolument, puis je trouve que ça... J'ai l'impression que c'est en plus un enjeu qui cadre avec ses actions, mais malheureusement, peut-être qu'elle jase trop des trucs un peu matériels, là, ou comme... Ouais, ou qui vont faire du clic. Vous demandez, il y a peut-être la dynamique des médias aussi à un moment donné? Ben, assurément, puis ça, elle sait comment jouer avec. On l'a vu, elle est très, très, très habile pour manipuler les médias puis utiliser justement cette réalité-là. Puis de toute façon, elle n'a pas fait un secret. Elle l'a dit elle-même qu'elle utilise. Elle l'a dit à tout le monde en parle. Je crois que c'était une tactique qu'elle comptait bien continuer à utiliser. Par contre, cette semaine, aujourd'hui même, on en c'est exactement, Denis, veux-tu faire la transition tout de suite vers ta vidéo? Moi, je l'ai même pas vu. Explique-moi, c'est quoi? Ben, ok, c'est un format vidéo que QS utilise. Il y a d'autres candidats, il y a d'autres élus QS, députés, ouais, t'as raison, c'est ça, de QS qui l'ont déjà utilisé. Ce qu'ils font, c'est que c'est un format vertical. Mm-hmm. Dans le haut, t'as le député qui nous parle, puis dans le bas, t'as des extraits de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est très bien, ça. Puis celui d'aujourd'hui, Catherine Dorion fait une démonstration qu'elle a un moment, elle a 10 minutes pour pouvoir interroger, plus que 10 minutes, elle a un moment de 2 heures pour par bloc de 10 minutes. 2 heures? Pour interroger une ministre puis interroger le gouvernement sur un dossier. Elle a choisi de les interroger sur le fait qu'ils se préparent à financer les médias et aussi les gens qui font de l'opinion. Puis elle est plutôt contre ça, puis elle veut les entendre à ce propos-là. Puis le gouvernement ne fait que se camper dans une cassette absolument ridicule et la vidéo qu'elle a fait la démonstration de l'insignifiance parfaite. Puis moi, ça, là, je te dirais que c'est vraiment, je lui lève mon chapeau, c'est une vidéo
qui fait une excellente démonstration. C'est intelligent, ça s'adresse à Est-ce qu'elle avait un call l'intelligence to des action à un gens. moment donné à la fin? Ça va-tu aboutir à quelque chose? Ben écoute, c'est peut-être le petit volet qui manque. Quoi qu'il en soit, la démonstration qu'elle fait est très, très, très bonne de son côté. Si un jour Québec solidaire réussit à avoir la révolution qu'il désire, ben ça sera peut-être pas grâce nécessairement à eux, ça va peut-être être plus à cause de l'insignifiance de l'establishment qui est révoltante dans bien des cas. Puis, de son... Tu sais, dans le fond, si je résume rapidement, tu sais, c'est que dans le fond, son 2 heures, là, elle l'a pour comme poser des questions spécifiquement à un ministre puis à un groupe d'experts qui sont là puis d'autres députés. Puis au bout des 2 heures, elle a eu aucune réponse, tu sais, sur... Ce qui est fâchant, puis elle a raison. Fâchant. Donc, c'est ça qui crée le cynisme. C'est quand même son argument. Ben, tu sais, dans le fond, elle a parlé de l'aide qui est donnée aux médias. Comment est-ce que ça va être... Pourquoi est-ce que c'est donné, entre autres, aux chroniqueurs et pas seulement qu'à l'information? Parce qu'elle pense que ça devrait plutôt être uniquement donné à l'information pour avoir une meilleure information plus objective. D'accord. Ce qui est tout à fait défendable et qui mérite amplement d'être discuté. Puis en fait, je veux dire, si tu décides de donner de l'argent aussi à des chroniqueurs puis à des gens d'opinion, c'est correct, mais comme dans le fond, sa question, c'est pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent à ces gens-là, entre autres. Et pas d'autres. Et pas juste à l'information. T'sais. Puis au final, au bout des 2 heures, elle a eu aucune réponse. Puis, tu sais, je veux dire, son argument, c'est on a été dans des institutions, on a passé 2 heures à genre 12 salaires de députés, ministres, puis assistants. Puis on n'a absolument rien crissé de ces 2 heures-là pour fucking aucune raison. Mais je suis un peu déçu. Là. Je l'ai pas vu la vidéo, là, mais il y avait-tu... Parce que j'ai l'impression que vous me parlez d'une prémisse. Mais il n'y a pas de punch à votre histoire. C'est ça le problème. C'est qu'elle démontre une situation, elle démontre qu'est-ce qui s'est passé, elle met des bouts de l'événement filmé. Qui sont bons, qui puis sont à la vrais. fin, elle dit « Vous voyez comment c'est de la marde? » Point. Ça finit de même? Oui. Ouais. Je pense que l'objectif de la vidéo, c'est justement... les gens. C'est de rendre cynique les gens par rapport au système ambiant. C'est de révolter les gens par rapport au système, à l'establishment. Tu sais, tantôt, tu sais quoi, c'est LP qui disait qu'il aime les gens qui viennent foutre la marde puis qui viennent brasser l'establishment. Ben, c'est une initiative de foutage de marde qui est très, très, très efficace. Mais en même temps, donc, oui, ça rend cynique, mais ça sert les desseins ultimes de Québec solidaire. Ouais, mais pour moi, c'est pas le... Tu sais, je veux dire, ultimement, le cynisme, ça sert à rien. Parce que là, attends une minute, là. Je vais le couper 2 secondes. Ce que tu dis, Denis, c'est comme si tout cynisme menait à Québec solidaire. C'est pas vrai, là, mais... c'est ça, mais c'est parce que pour moi, le point à faire avec son intervention, c'est... Ça devrait pas finir comme ça, comme tu dis, François. Tu sais, dans le fond, là, avec la conclusion qu'elle nous donne, c'est juste, vous voyez comment c'est de la merde, tout le monde trouvait que la politique, c'est vraiment une histoire de fantoche, puis que ça mène à rien. Au lieu de nous dire, vous voyez comment c'est problématique, voici comment prendre action pour essayer de faire des changements. Puis... Appelez-les, faites pression, donnez 5$ à QS. Ben c'est ça. Ouais, mais ça, là... Pis, non, mais c'est un volet. Sérieusement, je comprends pas. Tu sais, comme je te dis, comme ça m'intéresse le fait qu'on foute la merde à l'establishment puis qu'on veuille genre crisser l'anarchie dans tout ce système-là. Mais, hormis ça, sérieusement, ça fait pas mal juste renforcer le cynisme et justement désintéresser les gens à la chose politique. Pourquoi est-ce que je regarderais ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Pourquoi est-ce que je serais intéressé par les débats alors que quelqu'un me dit, vous voyez, c'est inutile tout ce qui se passe dans cette cabane-là? Ça, c'est l'effet pervers. C'est l'effet pervers. Maintenant, il y a un désir, il y a une action souhaitée qui est implicite à l'action que Catherine Dorion fait. Je dis pas en train de dire que tout cynisme mène à Québec solidaire. Ce que je dis, par contre, c'est que la révolte peut mener à Québec solidaire. C'est ce qu'elle souhaite quand elle fait ça. Elle souhaite que les gens se révoltent contre le système qui est un système d'insignifiants. Et justement, puisque c'est elle qui le met en lumière, ben s'attribuer justement ce rôle-là de personne qui, elle, peut changer les choses. Maintenant, votre réflexion qui nous amène vers l'appel à l'action qui permettrait de justement sortir de ça ou sortir grandi de ça ou sortir d'amener des aspects solutions n'est même pas
pas nécessaire dans ce cas-là. Puis de toute façon, c'est nécessaire de mettre ce genre de tactique-là en lumière parce que c'est franchement dégueulasse. Tu sais, pour moi, le cynisme, ça amène pas à la révolution puis à se révolter contre le système. Non, mais attends un peu, là, ça marche pas. Non, mais attends un peu. Elle paye. Ouais, mais c'est parce que je sais pas pourquoi puis tu sais, je veux pas en faire un cas, mais c'est parce que c'est pas directement relié, ce que je suis en train de te dire. C'est pas le cynisme, c'est l'effet pervers de ce qui se passe. Absolument. Je suis pas en train de te dire que le cynisme instauré comme système va amener à quelque chose. Je pense pas que c'est ça la réflexion. Non, je comprends. Mais pour moi, éventuellement, tu sais, si Catherine Dorion voulait éviter cet effet pervers-là, puis qu'elle veut une révolution, ben tu dis, tout le monde, le 22 janvier, on fait une esti de manif en avant de l'Assemblée nationale, puis on va chercher l'information que j'ai pas été capable d'aller chercher. Ben moi, je dis que cette révolution-là, on l'a fait en 2020. Parlant de révolution, une révolution dans le domaine... une révolution, généralement, ça se fait contre l'opposition de certains groupes. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement en adoptant par bâillon ces nouveaux tarifs d'hydroélectricité contre tous. Alors, je dis vraiment tous, les experts, la régie, évidemment les oppositions, protection du consommateur. Tout le monde disait que c'était une crise de mauvaise idée de faire ça. Et on l'a eu par bâillon. Donc, en gros, il y aura d'abord... Ça, c'est positif. Un gel de tarifs confirmé pour 2020. Et ça serait une partie du remboursement qui nous a été promis. Malheureusement, les spécialistes nous disent qu'étant donné que c'est un gel, ça va surtout profiter aux entreprises et non aux Québécois et aux consommateurs. Et en plus, on pourra noter qu'en faisant la modification de la loi, mais ça permet de faciliter grandement le passage d'augmentation des tarifs d'électricité. Et déjà, le gouvernement et Hydro-Québec ont confirmé qu'ils s'en vont vers des augmentations. Donc, les experts confirment. Je ne suis pas expert, je fais confiance à ce que je vois dans les médias. Il n'y aura pas de remboursement total de 1,5 milliard comme promis. Denis, t'aimes-tu Hydro? La pièce. Je sais pas. Ça dépend de quels aspects. Je suis pas sûr, moi, que j'aime Hydro. Mais tu sais, c'est un des... T'es en train d'illustrer exactement le danger dont je parlais en début de l'émission. C'est ce qui me fait peur. En ce moment, le pouvoir est concentré entre les mains de la CAQ. Ouais. Ils nous présentent ça. Je suis pas sûr que le discours est 100% honnête, là. On nous présente ça comme un projet de loi essentiel pour pouvoir nous redonner l'argent qu'on nous avait volé. Ouais. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Puis on le sait très bien qu'après, ça va concentrer le pouvoir, ça va pouvoir tasser la Régie de l'énergie. Puis là, ça ouvre la porte à des débordements et à des abus de pouvoir, justement. Fait que... ça, c'est le danger. C'est le côté que je trouve bien plate. C'est le danger qu'on a soulevé aussi quand le ministre a pris le contrôle du Fonds vert. C'est le petit côté qui me chicote un peu de la CAQ. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écrivez à votre ministre, à votre député. Allez sur agir.engagerpublic.com. Parce que sinon, on se campe dans le cynisme. Puis ça, c'est mal. Non, mais ils nous ont déjà donné 1000 $, chaque, là. Je veux dire. Mais pas toi. Ah Juste non, les c'est vrai, familles. juste les familles. Pas Colin. toi. Toi, François, t'es une famille. Je suis une femme, je suis une demi-famille. Oh oui, t'es une famille. C'est une famille. Mais comme, tu sais, Jolin Barrette a quand même dit aussi qu'il allait commencer à écouter le monde en 2020. Fait que là, on est encore en 2019, fait qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, si j'ai bien compris. Mais en 2020, c'est différent. En 2020, ça va être mieux. En 2020, c'est différent. Puis, ouais, c'est ça. C'est comme vraiment bizarre, selon moi, là, un gel pour... Tu sais, comme c'est un gel qui finit par permettre de faire plus d'augmentation, ce qui est comme, OK, d'accord, merci. C'est comme, je paye autant l'année prochaine que cette année, puis après ça, je vais peut-être payer plus. Ouais. OK, cool de mon bord. Ouais, OK. Mais je comprends pas. Je comprends juste pas ce gouvernement-là là-dessus. Je suis quand même content, on va leur donner, là, je suis content quand même de voir que Legault a essayé de pousser un peu en Ontario l'hydroélectricité. Ça devrait être beaucoup plus une priorité gouvernementale de vendre en Amérique l'électricité, de développer Hydro-Québec comme vecteur vraiment de croissance économique et d'exporter le savoir. Je sais que ça se fait déjà, mais de continuer encore plus l'exportation du savoir dans le reste du monde. Ça peut vraiment devenir
surtout avec la crise climatique qui s'en vient, quelque chose de stratégique. Des fois, en Sciences Po, on étudie comment les fleuves deviennent des points stratégiques en géopolitique. Notre future richesse dans l'avenir, si on s'en sort pas si pire au Québec, va probablement dépendre de notre eau, de la protection de cette eau-là et de notre hydroélectricité. Fait que je pense qu'il faut commencer tout de suite à mettre les bases de ce développement. Et c'est pour ça qu'un plan de transition économique et de transport qu'on parlait tantôt, Denis, ça devrait être lié aussi avec ça. Comment Hydro-Québec peut devenir quelque chose de super important au cœur des revenus créés au gouvernement. Quand même, un truc qui me fatigue avec ça, c'est que comme idéalement, il ne faudrait pas non plus que le Québec, ça devienne une espèce de... Tu sais, je sais pas, moi je vois l'horizon, là, 30-30. Wow! Tu vois loin, là. Ah ouais, dans un Québec souverain. 50-50. Tu sais, je veux pas nécessairement voir non plus le Québec comme genre une espèce de grand chantier de construction à grandeur pour avoir une infinité de barrages pour produire l'électricité de toute l'Amérique. Ben là, C'est pas ça le plan, non? non, mais là... mais tu sais, comme je pense qu'il faut aussi, tu sais, comme tu disais, François, être capable d'exporter notre savoir plus que notre hydroélectricité directement. Ouais, je pense que comme possible, idéalement, là, faudrait que tu sais, si on est fier de notre hydroélectricité, mais j'aimerais ça que tout le monde soit fier de sa propre hydroélectricité plutôt que d'être fier de peu importe c'est quoi la ressource. Sauf que sa propre hydroélectricité à l'étranger, souvent, ça va être une centrale au charbon ou bien une centrale nucléaire. Puis si tu as peur que le Québec devienne une série de barrages, ben je vais te rassurer. Écoute, tout est mieux que d'acheter l'hydroélectricité québécois parce qu'encore une fois, puis je me permets vraiment de remettre en question cette belle prise de conscience-là environnementale à travers le monde. Je pense pas que ce soit une priorité dans la tête des grands décideurs. La preuve est que les centrales nucléaires sont remis au goût du jour, justement pour être certain de ne pas utiliser l'hydroélectricité qui est à l'autre bord des frontières. Tu parles de l'Ontario. Je parle de l'Ontario, je parle du Nouveau-Brunswick, je parle de la Saskatchewan. Saskatchewan! Quand même plus vers ça que du charbon et du pétrole. Jusqu'au temps que ça fonde puis que tous tes amis meurent. OK, next. That was dark. That escalated quickly. Sinon, parlant de escalated quickly, il y a toujours notre ami Legault qui a fini sa session parlementaire et ça n'était pas fini sa job. Il a continué, il est embarqué rapidement dans un avion, s'est envolé pour le soleil chaud de la Californie. Et il a fait une visite commerciale, économique, de plusieurs points importants. Il est allé vendre tout le savoir-faire. LP, tu pourras en parler, là, de savoir-faire du Québec dans les jeux vidéo, dans le cinéma, en AI. Il a rencontré des gens de Google. Il nous a dit qu'il ne fallait pas taxer Google, que c'était mal. Et sinon, aujourd'hui, il a rencontré le gouverneur de la Californie. Il a réaffirmé, bravo, l'importance de la bourse du carbone et de la lutte au changement climatique. Fait que LP, est-ce que tu es satisfait? Oh, tu as changé la question! Surprise! C'est quand même bien de voir le PM faire du développement des relations commerciales. Est-ce que tu es satisfait de voir le PM faire des relations commerciales? Je pense que c'est Denis qui a changé la question. Pas en tout. Vas-y. Mais oui, ça va. Dans le fond, comme tu disais, le jeu vidéo, intelligence artificielle, apprentissage machine, etc. C'est quand même tout... Montréal, c'est quand même une plaque tournante. Puis au Québec, en général, là, dans les dernières années, on a vu des studios ouvrir à Québec, à Saguenay, un peu partout. Puis même encore cette année, il y a... En fait, dans les derniers mois, il y a comme 2 super gros compétiteurs qui ont rentré à Montréal. Là. Il y a NetEase Game, qui est une compagnie chinoise, puis 2K Games, qui font des jeux de sport, surtout, si je me trompe pas. Ah non, ils font aussi plein d'autres affaires, en fait. Ouais. Fait que, qui sont arrivés aussi à Montréal. Fait que, tu sais,
encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de studios qui ouvrent commence à avoir leurs du portes, poids, là. puis, ben, c'est très gros, là, Montréal, en termes de jeux vidéo, puis en termes de machine learning, puis d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, puis d'intelligence artificielle. C'est un peu le moment de rendre hommage à M. Landry à travers ça. Ah, absolument. C'est quand il est arrivé, plutôt pas quand il est arrivé, mais c'est quand Ubisoft est entre autres déménagé grâce à lui. Puis c'est un peu ça qui a lancé le bal, tu sais. La cité du multimédia, les crédits d'impôt, c'était à Québec, c'était à Montréal. On vit aujourd'hui les résultats de cette grande initiative. Ah, puis l'avantage, c'est qu'une fois que tu as un studio, ou une fois que tu commences à avoir plusieurs studios, ben tu as justement une intelligence qui se forme autour de ça, ton système d'éducation aussi qui se formate un peu en fonction des demandes locales, puis tout. Fait que c'est pour ça aussi qu'à Montréal, on s'est transformé, puis tu sais, je veux dire, Ubisoft Montréal, c'est comme le plus gros studio de jeux vidéo au monde, puis le reste, c'est comme construit autour. Puis c'est sûr que c'est comme super avantageux, puis d'être capable de faire des partenariats avec toute la gang de la Silicon Valley qui, en tout cas, mon opinion, c'est que là-bas, ils commencent à faire des affaires, puis après ça, quand ils sont capables d'avoir une compagnie, ben après ça, ils peuvent aller ouvrir à Montréal parce que ici, ça vaut la peine de faire des affaires, puis on a du monde créatif. Fait que d'être capable de faire des partenariats avec eux, non seulement dans ce domaine-là, mais aussi dans le domaine de la bourse du carbone, c'est quand même intéressant. Tu sais, je pense qu'on est quand même capable d'avoir beaucoup de proximité avec la Californie. Puis je vois quand même ça d'un bon œil. Denis? Ben moi, il y a un truc que je trouve inquiétant actuellement, c'est le narratif qui est en train de s'installer autour de la façon de taxer les GAFA. Yes. Puis, tu sais, on voit là, que la France parle de baser sa taxe sur les revenus globaux, alors parce qu'ils sont pas capables de distinguer les revenus qui sont imputables à leur territoire. Puis là, face à ça, ben ça déclenche évidemment des guerres commerciales. Ça n'a juste pas de bon sens de faire les choses de cette façon-là. Puis là, ben cette réalité-là s'installe d'une façon internationale, comme si soudainement tout le monde baissait les bras, se disait ben la seule façon de taxer les GAFA, c'est de le faire sur l'ensemble. Donc, on se dirige vers une guerre commerciale, ce qui amène les décideurs, les puissants à dire soyons prudents avant de taxer les GAFA. Puis je comprends que si c'est la seule façon de le faire, il faut être prudent. En fait, il ne faut pas le faire. Ça n'a pas de sens comme façon de calculer. Mais je peux pas croire qu'on est incapable de distinguer les revenus qui sont faits par territoire. C'est impossible. Donc, je suis en train de me méfier. Denis, tu es un expert là-dedans. On peut prendre 5 secondes. Premièrement, c'est quoi les possibilités? Tu dis qu'on pourrait le faire, que techniquement, c'est possible de tracer ça? Écoute, je suis pas connaissant à ce point-là. Je peux pas te dire hors de tout doute. Sauf que, Christy, tu sais comme moi de quelle façon tout ce qu'on est capable d'aller chercher d'une façon granulaire aujourd'hui. Oui. La donnée, elle existe elle est tellement riche en information. Chaque élément, chaque transaction est tellement riche en information que je peux pas croire qu'on n'est pas en mesure de distinguer à quelle partie les revenus sont attribuables puis taxés en fonction de cette réalité-là. Il n'y a pas de limitation technique là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est un peu... C'est de la volonté. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de ce discours-là. Je pense que c'est un discours... Très même là, nous-mêmes, en parlant de cette façon-là, je pense que c'est naïf, mais embarquer là-dedans puis d'accepter ça comme discours qui nous fait abandonner cette possibilité-là, je trouve ça pathétique. Mais c'est pas le point que je voulais souligner du voyage de M. Legault en Californie. Moi, ce que j'ai découvert cette semaine, c'est le travail d'Émilie Nadeau, la photographe qui le suit. Vous irez voir son compte Instagram, Émilie Nadeau, photographe. Elle fait un travail extraordinaire. Écoute, ça rend... Quand je regarde les photos, je suis fier de mon premier ministre. Moi, avant, j'avais un objectif, là, c'était d'avoir le premier ministre en entrevue aux engagés publics. Ben maintenant, mon objectif dans la vie, c'est de m'avoir en photo pris par Émilie Nadeau pendant que j'interviewe le premier ministre pour les engagés publics. Wow. On te le souhaite. Écoute, tantôt on disait que Jean Barrette allait écouter le Monde en 2020, que j'ai écrit à ses attachés de presse, puis j'ai même pas d'accusé réception. Fait que je suis pas encore rendu là. Sur les GAFA, je trouve ça intéressant. Moi, je suis assez en faveur d'une réglementation plus stricte, d'une taxation. C'est intéressant de voir comment on pourrait le faire. Pourquoi on le ferait? Premièrement, il faut savoir à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on ferait. Il y a des... Puis Denis, tu en avais parlé assez quand même longuement, qu'on avait parlé des défis culturels du Québec, du Canada. Tu sais, faut se questionner sur maintenant les canaux qu'on utilise.
l'argent qu'on met là-dedans, l'argent qui part de là, et quelle portion et pourquoi devrait revenir au Québec. Parce que sûrement moyen de supporter nos créations culturelles et notre culture tout court en s'assurant qu'il y a une implication de ces nouveaux canaux-là. Est-ce que ça doit se faire par les services? Est-ce que ça doit se faire par les fournisseurs d'Internet? Les questions doivent se poser. Mais en tout cas, je reviens là sur ton point. Techniquement, c'est pas vrai qu'on ne peut pas aller chercher l'information. J'ai travaillé dernièrement avec certains clients dans mon autre vie, mon métier. Puis, je peux te dire que quand le gouvernement met une loi en place, tu n'as juste pas le choix d'aller donner l'information. Sinon, tu fais face aux conséquences légales. Je veux dire, ça sera si on décide de taxer Google d'une certaine manière ou les fournisseurs de services, ça sera à eux de fournir l'information. Puis c'était le cas de Uber. Uber s'est fait demander certaines taxations, certains revenus, certaines informations. Il a fallu qu'il les donne, puis s'il ne le donne pas, il doit subir les conséquences de l'État qui décide de ses moyens. Je veux dire, c'est ça aussi la souveraineté populaire, hein. C'est pas juste l'indépendance du Québec. La souveraineté numérique, c'est un élément qu'on oublie trop souvent. On plie les Chines devant les GAFA, devant les puissants de ce monde, alors qu'en réalité, les peuples devraient rester souverains sur les entreprises. Puis encore une fois, ce qui me fait peur, c'est comment on regarde ça. On est en train beaucoup de faire de plus en plus de la politique par le marketing, par le clic, par la domination du clic. C'est un peu ce que tout le phénomène d'Orion nous fait constater. Elle a sûrement des super bonnes intentions, mais à un moment donné, elle aussi, il faut qu'elle joue dans le game. Fait que là, on est en train de décider de notre avenir culturel qui est lié à nos canaux, puis à nos internets, puis au numérique, qui est lié après ça à nos données personnelles. Puis on gère ça par nouvelles. Ah, là, il y a des jardins, il y a ci, il y a ça. Ça va prendre un plan qui regarde tout ça en face puis qui met des jalons super importants pour l'avenir. La réalité, je pense que actuellement, c'est qu'on est en retard. Je pense que si on n'en entend pas parler tant que ça, c'est qu'il y a des gens qui sont décidés actuellement d'agir d'une façon concrète. Le seul problème, c'est qu'ils sont en train de se mettre en marche. Ils sont en retard déjà de moins de 10 ans. Ça, c'est le gros minimum. Puis avant que tu y ailles, LP, là, on peut faire quelque chose. Tu viens justement de donner un exemple avec les jeux vidéo au Québec. On peut décider, gars, on s'en va, on étudie un cas, on va dans cette industrie-là, on met en place un écosystème avec des formations, avec des acteurs qui déménagent chez nous. On peut faire quelque chose. LP? En même temps, j'ai quand même l'impression, je pense que c'est normal d'être en retard. C'est quand même le fait d'un gouvernement, là, sont en politique, c'est pas des acteurs directement de l'économie, c'est pas eux qui sont nécessairement toujours à l'avant des choses, mais une fois que tu as réalisé que tu es en retard, c'est justement le moment d'agir. Puis en 2020, ouais. Tu sais, je sais pas, je veux dire, je peux pas croire que c'est extrêmement facile comme vous avez l'impression de le dire, parce que si c'était aussi facile que ça de s'occuper des GAFA, il aurait probablement trouvé avec toute l'intelligence possible de l'Europe entière une façon de faire ça plus intelligemment. Mais tu sais, on peut s'inspirer de ce qui a été fait en France, on peut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs, puis sinon, on peut s'inspirer de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est capable de sortir comme règlement, comme loi, etc. Parce que oui, il faut faire quelque chose, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a comme une infinité de stratagèmes possible pour éviter d'être taxé, que ce soit surtout pour les multinationales qui ont des antennes un peu partout puis qui sont capables de rendre ça plus ou moins gris, mais je suis absolument certain que il y a une façon d'aller chercher cet argent-là. Puis comme vous disiez, l'exemple de Uber, paf, TPS, TVQ ou juste la TVQ plutôt, en tout cas, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Puis c'était une situation probablement extrêmement simpliste si tu compares ça avec Google, qui a des revenus complètement étranges. Tu sais, ils font pas juste vendre des objets puis vendre des services. Oui, ils font juste vendre des services, mais beaucoup de publicité puis de trucs qui sont comme peut-être un petit peu plus dans des zones grises, mais il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Puis au pire, tu dis il y a une taxe de 5 millions par année puis ça finit là. Denis? Il y a un bel exemple actuellement de ce qu'on est en train de dire là qui a un impact très, très important. Je ne sais pas si vous avez vu, Uber actuellement est accusé à travers le monde de protéger des violeurs. Oui, j'ai vu ça passer.
ils ont sorti des statistiques. Écoutez, on parle d'au-dessus de 3000 viols par des gens qui sont en affaires comme chauffeurs, Par des avec chauffeurs de Uber. Uber. Oui, puis les autorités, dans les différents dossiers, il y a des informations qui sembleraient que la collaboration n'est pas toute là, ce qui en révolte plus d'un et avec raison. Ben, on est devant un exemple où d'avoir abandonné sa souveraineté à des grandes organisations qui sont centralisées dans des pays extérieurs peut occasionner des problèmes importants. C'est la même chose quand on fait une enquête policière puis qu'on demande à Apple de débarrer un téléphone ou quoi que ce soit. C'est c'est le même genre de situation. On est juste en train de faire l'apologie de... Pas Non, mais tout à fait, tant qu'à moi, mais ouais. on est juste en train d'expliquer pourquoi un monopole, c'est mal, là, c'est mauvais. Là. Je veux dire, à un moment donné, tant qu'à ça, tout le monde, on s'abonne, tout le monde à Lyft après ça. Puis voilà, ayons de la compétition. Oui, les idées sont bonnes. Oui, la technologie peut apporter du bien pour l'humanité. Checkons-la, regardons les conséquences, évaluons l'effet sur notre population. Regardons d'avance qu'est-ce qu'on peut faire, mais essayons d'avoir un maximum de joueurs qui se font compétition pour améliorer les services, puis pas qu'on se ramasse avec un dominant comme ça. Comme Coke puis Pepsi, dans ce temps-là. Le gouvernement a financé Pepsi. Je veux dire, on est tellement rendu dans le capitalisme avancé qu'on n'est plus capable de faire ça. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, vivement 2020. En 2020, tout va être réglé. Fini. Voilà, je pense que c'était notre épisode cette semaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Et n'attendez pas 2020 pour vous abonner à notre page Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Engagez-vous comme d'habitude en visitant notre site web engagépublic.com. N'oubliez pas la semaine prochaine, notre gros All-Star. Tout le monde est là, manquez pas ça. J'ai vraiment hâte à ça, moi. Ça va être malade. Piou, piou, piou. À la semaine prochaine. Asti de tabarnak. Là, je manque le Space Trash Show, puis il parle de la barge, Gaulis. Ça doit faire à peu près 6 mois que j'attends qu'il parle de la barge. On annule l'épisode.